Quid des réformes scolaires successives? L'école française est l'une des cancres de la zone européenne. Elle est également l'une des plus inégalitaires, l'un des pays où l'ascenseur social fonctionne le moins bien. Ce n'est hélas pas nous qui le disons, ce sont année après année les études menées par l'OCDE sur le niveau des écoles en Europe, les fameux classements PISA qui le montrent. Comment en est-on arrivé là? Les réformes ont-elles joué un rôle dans cet effondrement? Et si l'école semble désormais se contenter de surnager, faut-il uniquement reporter la faute sur Najat? Mon mal vient de plus loin, dirait sans doute l'éducation nationale si elle pouvait parler. Car l'école française a échoué à relever le défi de la massification de l'enseignement. Pourquoi? Car elle a eu tendance à répondre à de vrais problèmes par de fausses solutions. Deux exemples simplement pour illustrer cela. On constate que le redoublement est inefficace, on le supprime, comme si le fait de passer dans la classe supérieure sans avoir le niveau garantissait la réussite des élèves. L'orthographe est stigmatisante pour les élèves les plus faibles? Donnons-lui moins d'importance, plutôt que d'aider les élèves à la maîtriser. On pourrait multiplier les exemples et ce serait trop long de revenir sur chacune des réformes. En revanche, on peut essayer de distinguer trois types d'erreurs récurrentes qui ont contribué à plomber l'école. La première d'entre elles, c'est la suppression de la hiérarchie. On est parti du constat qu'une minorité de professeurs abusait de leur pouvoir. Pour contrer ça, l'école a commencé à saper leur autorité. L'idée s'est alors développée que l'obstacle principal au bon apprentissage des enfants, c'était le professeur, ce qui nous a amené à la dérive du pédagogisme. Plusieurs réformes sont allées dans ce sens, mais les plus préjudiciables datent sans doute des années 90. Remise en cause de la parole du professeur, instauration de la confrontation avec l'élève en cas de litige, intrusion des parents dans l'école, au conseil d'administration, tout ça a contribué à donner moins de pouvoir et beaucoup moins de crédit au professeur. À la même époque, on a créé l'idéologie de l'élève au centre, l'idée que c'est lui qui devait construire son propre savoir. Puis il y a eu au même moment les IEFM, dans lesquels on a expliqué aux profs que le cours devait partir de l'élève. Même idéologie dans la formation des chefs d'établissement. Il faut écouter l'élève, ne surtout pas le sanctionner, c'est inefficace. Mais il faut être sans pitié avec les professeurs qui ne maintiennent pas coûte que coûte les perturbateurs dans leur classe. On a ainsi créé des générations d'élèves convaincus que le monde tourne autour d'eux et de parents convaincus que leurs enfants sont des génies harcelés par les enseignants. C'est le premier monstre que l'école a créé, avant même Céline Alvarez. La deuxième erreur a été de bannir tout ce qui n'était pas agréable pour les enfants. Le grand danger pour l'enfant à l'école, c'est de s'ennuyer ou de trop réfléchir parce que ça fait mal à la tête. Alors on a fait un tas de réformes pour alléger les programmes, en maths et en français. On a encouragé les profs à abandonner les grands textes. Le grand Philippe Mérieux a même conseillé de faire lire les élèves les plus en difficulté dans des notices d'appareils électroménagers. On s'est concentré uniquement sur ce qui était utile pour l'élève, oubliant qu'il pouvait prendre du plaisir à maîtriser les subtilités d'une matière. Abandon de l'apprentissage par cœur, encouragement à ne plus donner de devoirs, et puis encouragement au nom du tout est culture à mettre tous les savoirs au même niveau, à mettre sur le même plan Shakespeare et Grand Corps Malade, ou l'histoire de France, le vivre ensemblisme et le tri sélectif. Et la dernière réforme des programmes dans le primaire de Najat Vallaud-Belkacem a entériné tout ça. Et pas seulement à cause du prédicat, ce sont des pans entiers de la grammaire qu'on abandonne ou qu'on remet à plus tard. Tout est pensé pour que la réussite des élèves ne dépende surtout pas de leurs efforts. Et pour être sûr que l'élève atteigne quand même le niveau requis, on baisse les exigences du diplôme. Et si on constate que ça ne suffit plus et que le niveau continue à baisser chaque année, on crée des commissions d'harmonisation chargées de remonter toutes les notes. Enfin, on médicalise certaines difficultés des élèves, dysorthographie, dyspraxie, dyscalculie, et on s'en sert comme prétexte pour ne plus avoir à aider l'élève à les surmonter. Bref, on abandonne la mission première de l'école, chercher à former des esprits libres, capables de penser par eux-mêmes, pour se contenter de produire une main-d'œuvre apte à s'insérer dans le marché du travail. Et on discrédite la fierté légitime qu'il pourrait y avoir à réussir à l'école. La dernière étape du démantèlement de l'école, c'est la suppression de la matière elle-même. Comme l'allègement des programmes n'a pas suffi, et que la matière oblige encore l'élève à apprendre quelque chose, l'école s'est attaquée aux heures de cours et a tout fait pour qu'elles ne soient plus le centre du savoir. Dans le primaire, ça a donné la réduction drastique des heures de maths et de français au profit de 1001 matières. Puis il y a eu le coup de grâce, avec l'apparition de l'AP, l'aide personnalisée, au lycée, puis au collège, grâce à la fameuse réforme du même nom. Le gouvernement Hollande a regardé ce qui fonctionnait le moins bien au lycée, il a constaté que c'était l'AP, et il a donc décidé de l'appliquer au collège sous le nom d'EPI, enseignement pratique interdisciplinaire. Les EPI, c'est la triple tare. Ils instaurent le soutien pour tous et actent donc l'insuffisance des cours. Ils valorisent l'enseignement transversal au détriment de l'enseignement disciplinaire. Enfin, ils réduisent encore la part de travail qu'on demande à l'élève et alourdissent un peu plus la charge du travail du professeur. Là où le soutien ciblé pouvait avoir une certaine efficacité, le soutien pour tous légitime l'inattention en cours et l'absence d'effort. Tout le monde doit pouvoir, sans effort et sans travail, rattraper le strict nécessaire à l'obtention d'un brevet ou d'un bac totalement bradé.
L'enseignement transversal, lui, c'est le prétexte à ne pas approfondir les disciplines. Ça n'a plus d'importance puisque l'objectif de l'école, c'est maintenant d'apprendre un peu de tout et beaucoup de rien. Enfin, la préparation des heures d'AP, c'est surtout le moyen de donner du travail supplémentaire aux professeurs et de les obliger à préparer les cours avec des collègues d'autres disciplines. Car dans cette nouvelle école, c'est le professeur qui doit montrer qu'il travaille pour les élèves, pour les parents et pour le chef d'établissement. C'est lui qui est tenu responsable de l'absence de travail des élèves s'il n'a pas rempli tous les soirs les devoirs à faire sur Internet ou s'il n'a pas répondu à temps à telle ou telle demande des parents. C'est lui qui est mal vu par la direction s'il n'a pas mis en place des projets au lieu de perdre son temps à préparer ses cours proprement dit. En conclusion, on a abandonné la relation verticale et instauré l'enseignement transversal pour être certain que nos élèves n'apprendraient qu'en diagonale. On a remplacé la discipline par l'interdisciplinarité et le savoir par les compétences. Mais en bannissant l'enseignement magistral, l'école s'est prise une claque monumentale. En instaurant les compétences, l'école a perdu les siennes. Et le pire dans tout ça, c'est que malgré tous ses efforts pour être davantage bienveillante, l'école ne broie pas moins qu'avant. Autrefois, elle broyait parfois les élèves les plus faibles. Désormais, elle broie également tous les élèves moyens. Les cancres étaient parfois stigmatisés par le professeur. Ce sont maintenant les bons élèves qui le sont par leur père. On n'arrête pas le progrès. John Fitzgerald Kennedy disait « Nos progrès en tant que nation dépendront de notre progrès en matière d'éducation. L'esprit humain est notre ressource fondamentale. » Autant dire que nous ne sommes pas arrivés. Quant à savoir si la situation va s'améliorer avec Jean-Michel Blanquer, c'est un peu tôt pour le dire. Il a au moins le mérite de bien connaître la boutique et on peut donc imaginer qu'il sera donc le vrai ministre, au contraire de Najat qui était l'exécutante de Florence Robine. On ne peut également qu'approuver sa volonté, comme il l'a annoncé, d'en finir avec le pédagogisme. Mais son goût très prononcé pour les études dirigées le soir pour les collégiens, les stages de rattrapage l'été ou Céline Alvarez invite à la prudence.